toutes et à tous. Un truc qui a changé dans la formation, vous parliez de la formation. Est-ce que je peux juste, moi, donner mon avis sur la dernière question qui a été posée? Ça fera le lien, puisqu'en tant que professionnel de la formation, je pense qu'il y a un truc qui est en train de changer de fondamental dans la question de la formation aujourd'hui. C'est qu'avant, on apprenait à l'école et on faisait à la maison, ou on faisait en entreprise. Et je pense que le paradigme s'est inversé. Aujourd'hui, on apprend à la maison parce que les outils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, et qu'on fait à l'école, c'est-à-dire qu'on met en situation dans nos écoles et dans nos centres de formation ce qu'on a appris à la maison. C'est un truc qui a bouleversé, à mon avis, la formation et la façon de concevoir la formation. Bon, 2 mots sur pourquoi le sujet nous intéresse. Vous vouliez que je dise 2 mots sur IGS. IGS, c'est un organisme de formation qui a comme métier originel les ressources humaines, puis qui ensuite s'est développé dans un peu toutes les filières et toutes les fonctions support de l'entreprise. Avec cette particularité, c'est que sur 67 formations en ressources humaines et au niveau master en France, nous avons été classés récemment 4e formation en la matière. Et puis, deuxième chose, c'est que en volume, aujourd'hui, un diplômé sur 5 qui est mis sur le marché en ressources humaines est un diplômé de l'IGS, soit en formation initiale, soit en formation continue, soit en formation en alternance. Ça nous donne une certaine responsabilité quand même, puisque si nous avons une responsabilité, c'est celle d'anticiper l'avenir. J'ai beaucoup entendu l'anticipation d'avenir sur la disparition de la fonction RH, est-ce qu'elle est soluble dans les réseaux sociaux, etc. etc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Laurent est parti. Non, il est revenu. Tiens, ça tombe bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, mais pour plein de raisons. Parce que je pense qu'il y a une transformation du marché aujourd'hui qui fait que c'est compliqué de dire que, par exemple, il faut supprimer, il n'y aura plus de cabinet de recrutement sur le middle management. Je crois tout l'inverse, moi, par exemple. Je pense que c'est un vrai marché pour les cabinets de recrutement, parce que c'est là où se situe l'anonymat, et que c'est là où il faut aller chercher et être extrêmement précis sur le recrutement de ces personnes. C'est beaucoup plus simple de recruter un haut potentiel aujourd'hui par des systèmes de réseau formels ou informels, que de recruter, je vous assure, sur des métiers en tension, des gens de middle management. Bon, mais on pourra en discuter après si vous le voulez bien. Sur la question de comment on enseigne les réseaux sociaux dans nos programmes aujourd'hui, c'est une question qui a plusieurs réponses, et je pense qu'après avoir fait une petite étude rapide de ce qui se passe dans les écoles, la première chose qu'on remarque, c'est soit elles ne sont pas enseignées, à partir d'un principe un peu biaisé, à mon avis, qui est de dire que on a affaire à des générations de digital natifs, comme on les appelle, et que donc on n'a pas besoin d'enseigner les réseaux, ils les maîtrisent naturellement, et qu'il ne faut pas les enseigner. Bon, moi j'ai tendance à dire que ces digital natifs sont surtout des digital naïfs, parce que très souvent, la vraie question qui se pose, c'est comment ils utilisent ces choses-là, et je vais y venir dans une seconde. La naïveté sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même que celle que nous avons, nous, quand nous montons un PowerPoint ou quand nous montons un document Word. C'est-à-dire qu'on est hyper intuitif, parce que ce sont des documents super intuitifs à faire, et en même temps, on sait bien qu'on ne les maîtrise pas, et qu'on ne maîtrise pas complètement, aujourd'hui, la question du PowerPoint ou du Word. Donc, soit, premier point, on n'enseigne pas. Soit on l'enseigne sous un angle très technique. On parlait du recrutement tout à l'heure. Aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, et notamment dans les programmes RH, vous avez comment recruter avec les réseaux sociaux, etc., etc. Une fois de plus, je pense que la question qui se pose là, c'est la question de la fin et des moyens. Je pense qu'on mélange la fin et les moyens quand on traite la question que du recrutement sous l'angle de comment on fait, et non pas c'est quoi l'enjeu qu'il y a derrière. Troisième chose, on peut l'aborder aussi sous un aspect organisationnel dans nos programmes, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, regardez, émergent dans l'entreprise de nouveaux métiers, le community management, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors c'était au départ dans la fonction marketing, aujourd'hui il y a des community managers dans la fonction RH. Bon, on le traite comme ça. Pour moi c'est un peu insuffisant, et quand on regarde un petit peu comment les jeunes traitent la chose, je donne un exemple par exemple de comment les jeunes nous interrogent, nous, sur la fonction RH. Quand vous leur dites faites-nous un exposé sur la question des réseaux sociaux, j'ai fait le test, ils nous disent tiens je vais mettre en tension 3 choses. Par exemple, la question de l'engagement des salariés, avec la question du bien-être au travail et la question de créer ou recréer du collectif dans l'entreprise. À chaque fois, ils nous mettent les réseaux sociaux au milieu et ils nous disent aujourd'hui, sur la question de l'engagement des salariés, on voit bien que c'est une situation extrêmement paradoxale, c'est-à-dire que
Sur la question de l'engagement, on a d'un côté un discours de l'entreprise qui est on voudrait des gens engagés parce que le lien entre engagement et performance, il est hyper rapide à faire pour eux. Et en même temps, de l'autre côté, on a affaire à des salariés qui, eux, sont dans toute la posture inverse, c'est-à-dire qu'ils sont dans des logiques de mesure de leur investissement, de calcul de leur investissement. Et les réseaux sociaux sont de vrais révélateurs de ça. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le discours de l'entreprise et de l'autre côté le discours des salariés. Pareil sur le bien-être au travail, on a tout une production sur les réseaux sociaux, sur les best place to work par exemple. Et on sait bien aussi que sur ces mêmes réseaux sociaux, vous avez des gens qui dénoncent les pratiques d'entreprise. Et donc à chaque fois qu'on travaille avec les étudiants sur ces sujets-là, ils passent leur temps à nous montrer l'ambiguïté des réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qu'on a à leur enseigner nous, dans ce cadre-là? Je vais essayer de faire rapide. J'ai trouvé cette petite chose, c'est assez drôle. Elle n'est pas très très nette, je suis désolé. Mais bon, je vous la lis. Par exemple, on a quelqu'un qui est sur un réseau qui dit « Veux-tu être mon ami ?» Ça alors, mon boss veut être mon ami sur Facebook. Et puis, c'est le début de la reconnaissance, cool. Et puis à la fin, je peux savoir ce que vous faites sur Facebook pendant vos heures de travail. Et on voit bien que là, toute la question qui se pose, c'est la question de l'éthique des réseaux. C'est-à-dire que ce qu'on a enseigné à nos jeunes aujourd'hui, c'est vraiment la question de comment je me comporte, quelles sont les règles comportementales par rapport à ces réseaux. Et nos jeunes, je vous assure, ne sont pas très très au fait de ce genre de choses. Moi, je le sais parce que je suis extrêmement sollicité, par exemple, par mes propres étudiants pour devenir leur ami sur Facebook. Et je ne vous cache pas que... D'abord, je dis non. Mais en plus, c'est même de leur part, je trouve, une faute de goût. C'est-à-dire que je ne peux pas être leur ami sur Facebook. Je ne peux pas être leur ami sur d'autres réseaux. Et je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est une vraie question à traiter avec eux sur c'est quoi l'éthique de comportement quand on est sur ces réseaux-là. La deuxième chose sur laquelle on travaille avec eux, c'est sur la question du positionnement de la fonction RH. Moi, je trouve que la question des réseaux sociaux pose une question essentielle qui est celle du positionnement de la fonction RH. Laurent le disait sur tout à l'heure, la disparition. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes de DRH et je crois qu'il faut leur montrer en quoi tout ça est systémique. Deux choses. Sur une échelle où on aurait la culture d'entreprise d'un côté, qui est une culture plus ou moins forte 2.0, ou une culture qui est de l'autre côté, un intérêt des DRH pour les réseaux sociaux, on voit bien qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de cohérence entre le positionnement de la fonction RH dans l'entreprise et, de l'autre côté, la culture d'entreprise telle qu'elle est vécue en termes de 2.0, eh ben, vous avez plusieurs formes de DRH. Vous pourriez être complètement déconnecté si le DRH ignore les réseaux sociaux et en même temps, si l'entreprise n'a pas une culture 2.0. On pourrait avoir des DRH court-circuités s'ils ignorent la chose pendant que l'entreprise continue d'avancer sur la question du 2.0. Et puis, voilà, vous avez le rêveur ici qui qui fantasme sur la question des réseaux alors que l'entreprise n'est pas du tout prête dans la culture. Et puis, le DRH qui, lui, est stratège, qui arrive à combiner à la fois la question de la culture d'entreprise 2.0 et la question de l'intérêt du DRH ou de la DRH et de la fonction RH pour la question des réseaux sociaux. En guise de conclusion, je voudrais revenir sur la question de la conduite du changement et comment nous pensons que les business schools aujourd'hui doivent se positionner. Si on considère, j'ai pris un modèle assez classique de conduite du changement où on a aujourd'hui la question de l'éveil, la question de la désintégration, la reconstruction et l'intégration. C'est à peu près ce qu'on observe à chaque fois qu'on parle de conduite du changement dans les entreprises. Je dirais que, pour reprendre une formule consacrée, le changement, c'est plutôt maintenant. C'est-à-dire qu'on est plutôt là aujourd'hui dans la phase de reconstruction. Et ce qui est intéressant, c'est comment, d'un point de vue systémique, on arrive à avoir des entreprises qui, d'un côté, vivent ce changement, des business schools qui accompagnent ce changement, et puis les acteurs eux-mêmes qui sont dans un niveau de maîtrise de ce changement. Voilà. C'est un des enjeux pour nous, c'est d'être des acteurs en tant qu'entreprise de formation, d'être des acteurs d'accompagnement du changement des entreprises et de se situer au moment de la reconstruction. Disons, pour faire court, la réaction pas par rapport à l'IGS ou à Thierry, simplement HEC récemment a annoncé qu'ils arrêtaient les cours de RH en première année. Alors en fait, ça a donné l'occasion d'échanges de tribunes entre Charles-Henri, Dessaleurs, moi, etc. Mon point c'est suivant, on est à un moment où
pourquoi il n'y a plus d'étudiants RH dans les cours de RH? Enfin, je veux dire, des gens qui ne sont pas spécialisés là-dedans. Bah, tout simplement, c'est pas enseigné par les bonnes personnes, il faut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, il y a un désinvestissement des RH plutôt stratégiques qui ne s'investissent guère que dans les cours hyper spécialisés, etc. Donc vous n'êtes absolument pas là quand on a besoin d'eux ou de nous. C'est à nous d'aller en première année, de donner une vision plus stratégique des RH, par contre complètement reconfigurer le dialogue en France. Alors, je ne dis pas l'IGS là-dessus, mais de façon générale, les affaires sociales, c'est hyper vendant. Vous voyez, vous commencez un truc de RH sur affaires sociales, le droit social français, machin. Fantastique, à part Jean-Emmanuel Rey, il n'y a personne qui est capable de faire demander qui que ce soit là-dessus. Parce qu'il raconte autre chose, il faut être clair. Donc en fait, tant qu'en France, on aura, j'en parlais avec Isia la dernière fois, je ne vais pas le dire, je suis mort, mais tant pis, on discutait avec ça, je déconnais un peu, c'était excessif, mais si la NDRH, Association nationale des directeurs des ressources humaines, initialement NDCP, en réalité, et l'Association nationale des directeurs adjoints des affaires sociales, à la fin de la journée, on ne va pas tirer le truc vers le haut. Donc, je te rejoins sur un point, mais sauf qu'attention, il faut faire gaffe à ne pas trop rester dans les starting blocks, parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de voir comment on aborde cette question RH auprès de gens qui ne sont pas du tout sensibles. Et moi, le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'était plus sur la question de l'éducation tout à l'heure. Je pense, on n'est pas nombreux pour l'instant, mais que l'éducation doit être au cœur d'une stratégie RH, de la stratégie RH, pas autre chose, l'éducation. On doit tout construire autour de ça. Quand je parlais d'employabilité tout à l'heure, c'était ça en fait la réponse. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Mais voilà, par rapport, ma réaction était plus un Hubert par rapport à cette idée que Thierry évoque bien, et on se connaît bien, et l'IGS en plus, bah, c'est le business model, hein, de travailler là-dessus, donc très bien. On va envoyer avec le cercle de la prospective RH prochainement à tous les directeurs d'école, pas spécialement les gens spécialisés en RH, mais aux patrons d'école, etc., un manifeste de ce que nous on croit, on devrait faire pour remettre un peu, de réenchanter l'envie des gens de faire des RH et ramener les grands DRH dans les cours de première année, pas dans les cours de troisième année. Bon, je pense qu'on le fait, mais c'est comme... Je suis d'accord avec Laurent, je pense que... Après, je crois que c'est une question d'équilibre entre une dérive techniciste de la fonction, et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes... Alors, nous particulièrement IGS, parce que IGS, c'était un pari en 75 invraisemblable, c'était de former des gens en ressources humaines à une époque où il n'y avait pas de formation en ressources humaines. À l'époque, on était anciens militaires, à part les nôtres, c'est vrai. Et on était soit d'anciens militaires, soit des juristes sociaux, parce qu'en fait, il fallait surtout connaître le code du travail pour pouvoir exercer la fonction RH. Bon, en fait, ça, c'était un pari de l'époque, et je pense que IGS, je ne suis qu'un héritier, et j'assume complètement, IGS a contribué à la dérive techniciste de la fonction RH, oubliant sa dimension généraliste, etc., etc. Le problème, c'est que quand on va sur le terrain du généralisme en termes d'équilibre, on tombe sur la déprime de Charles-Henri Besser-Derst qui nous dit que, voilà, au sein d'HEC aujourd'hui, l'option RH, c'est la dernière option choisie, parce qu'on préfère faire de l'audit, du marketing, mais sûrement pas des ressources humaines, et que du coup, il se retrouve avec... il se retrouve dans une logique dominée un peu lui-même au sein... Je lui ai aussi répondu sur le sujet en lui disant que c'était surtout lui qui était embêté dans l'histoire, parce que quand on dirige un programme dans une entreprise dominée, c'est compliqué. Mais il faut se poser la question de pourquoi, effectivement, et je crois qu'il est temps d'arrêter cette dérive techniciste. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut former des jeunes au recrutement 2.0, etc., très bien. Mais en même temps, à mon avis, l'enjeu de l'enseignement des ressources humaines, il n'est pas là. Il est sur une autre dimension stratégique et managériale des ressources humaines. Typiquement, moi, je pense que la question de l'intelligence sociale et économique est une question qui devrait être centrale dans nos programmes RH, parce que c'est bien ça l'enjeu de demain, et c'est bien ça qui nous fera dépasser le débat. Est-ce que la fonction RH doit être dedans ou dehors de l'entreprise? Pour moi, ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment on l'exerce.